Cet épisode de Nos Ciné vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous dédié aux sorties dans les salles obscures. Thomas Rozek ayant demandé une pause pour se refaire l'intégrale de la filmo de son héros Ryan Reynolds. C'est avec une joie non dissimulée qu'aujourd'hui je viens arbitrer le débat autour de Détroit. Detroit pour les bilingues, 10e film de Kathryn Bigelow, cinéaste de genre musclé, œuvre sur l'affiche de laquelle on peut lire en gros et en épais le film dont tout le monde va parler. Alors on va vérifier avec ceux qui n'ont d'autre choix ce soir que de s'exécuter et de causer. Stéphane Moïsakis, salut Stéphane. Salut Charline. David Honora, salut David. Salut Charline. Et salut Arnaud Bordas. Madame Brou. C'est Nos Ciné, épisode numéro 102, c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Kathryn Bigelow se frotte au drame historique mais dans un passé pas trop lointain. Le film revient sur les émeutes de 1967 à Détroit. Bande-annonce. Hey boy, what you doing on my street? Get that gun off me. Or what? Hit the thing! You shoot it. Oh man. It's just a start. It just starts racing. Army taking fire. Shots fire. Near the Algiers Motel. Messieurs, ce Detroit est-il vraiment le film dont tout le monde va parler? Et surtout, pourquoi? Qui se lance? David. Allez. Je trouve que c'est un slogan pas complètement con parce que en fait, je suis sorti de la salle justement en ayant envie d'en parler. J'ai pas eu trop l'occasion jusque-là. D'ailleurs, je suis content d'être avec vous pour en parler. C'est un film qui, je pense, laisse pas du tout indifférent à la fois pendant la projection et ensuite quand on y réfléchit après. C'est un film qui me pose question, mais pas mal de questions auxquelles j'ai pas forcément les réponses. Donc, ce que ça raconte, ça se passe pendant des émeutes qui ont lieu à Détroit dans les années 60 pendant un été, dont j'ai oublié la date, 1967. Et donc c'est des émeutes menées par les Afro-Américains qui sont les conséquences de l'histoire des États-Unis, qui font suite aux luttes pour les droits civiques, etc. Et en fait tout ce contexte est pas très présent dans le film. On est vraiment plongé au cœur de l'action et en particulier dans une histoire très précise qui en fait sont les exactions de membres de la police qui une nuit vont abattre 3 jeunes Afro-Américains dans un motel, puis devoir répondre de ces actes dans un procès qui va finalement les laisser libres. C'est une histoire qui tout spoilé. Alors, on peut pas vraiment spoiler les films historiques. C'est Titanic coule à la fin, désolé. Quoi En fait, le truc c'est que c'est une histoire qui se répète aux États-Unis, donc qui fait d'autant plus écho à l'actualité aujourd'hui que ça n'a pas cessé d'arriver, ce genre d'histoire. La police, en gros, qui tue des jeunes hommes noirs et qui s'en sort derrière. Et là, on est vraiment au cœur du truc. Et un des aspects qui m'a posé question, au-delà de la mise en scène, enfin, je pense qu'on va longuement y revenir, parce que c'est ça qui est très fort dans le film, c'est que c'est le même chef-op que sur Des mineurs, dont j'oublie le nom à l'instant. Zillard Clocker. Non, le nom du chef-op, qui est c'est aussi le chef-op de Paul Greengrass et Ken Loach. C'est un style particulièrement, caméra à l'épaule, un peu type documentaire qui nous entraîne vraiment dans l'action et dans le réel aussi. Ça donne un cachet très réaliste à toute l'action qui est montrée. Et en fait, je sais plus du tout où je vais avec tout ça. Je sais pas, mais on suit. Le truc, c'est que on reçoit beaucoup et on vit en fait difficilement ce qui est montré, parce qu'on comme je disais, c'est des exactions et c'est assez difficile à vivre en tant que spectateur. Et ensuite, on se pose des questions justement sur le contexte, sur qu'est-ce qui implique ça, quel est le rôle de chacun. Et je trouve le film intéressant. Et Stéphane, entre-temps, m'a précisé que c'était Barry Ackroyd. Barry Ackroyd. Ackroyd, le chef-op. Ouais.
Voilà. Stéphane, même ressenti ? Alors c'est vrai que le truc c'est qu'on va beaucoup parler de la scène du milieu en fait qui est vraiment la scène pivot et qui est une scène choc, enfin une longue scène choc parce que c'est une scène qui dure bien une bonne heure quoi. Et voilà, moi ce qui m'a c'est assez secouant, hein, ça fonctionne, elle est très très efficace là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui s'inscrit dans des thématiques qu'elle avait déjà plus ou moins traitées dans Strange Days, par exemple, même si c'était en fond, voilà, puisque Strange Days, c'était comme Détroit, c'était un film qui partait, en tout cas, même si c'était pas un film historique, c'était un film qui partait sur une vraie bavure, en fait, qui était celle de Rodney King à l'époque et les émeutes qui ont suivi, etc., etc. Donc, en fait, c'est l'intrigue policière principale du film. Dans Strange Days. Dans Strange Days, voilà. Donc le truc c'est que c'est intéressant de voir que c'est un sujet qui l'intéresse. Donc il y a eu un petit micro débat sur le fait qu'elle était peut-être pas forcément légitime pour faire le film parce qu'elle est blanche. Ce qui est un débat complètement absurde et ridicule, quoi. Mais voilà. Ça peut se discuter quand même. Enfin, je veux pas en parler. Moi, tout de suite, je vois pas trop pourquoi ça se discuterait, dans le sens où, en gros, on parle d'une cinéaste qui est comment dire, qui s'est instruite sur le sujet, qui est en pleine possession de ses moyens, et on parle par la force des choses, même si c'est tiré d'une histoire vraie, ça reste une fiction, et c'est ce qui est précisé d'ailleurs quelque part à la fin du film, c'est-à-dire que tout le film en fait raconte cet événement sous forme de reconstitution, et c'est ce qui est précisé à la fin dans le carton. C'est une reconstitution qui est faite à partir des témoignages en fait qui ont été recueillis, puisqu'il n'y a pas puisque l'issue du procès fait que tout a été débouté, qu'il n'y a pas de transcript en fait de ce qui s'est passé exactement, quoi. Donc du coup c'est un vrai travail journalistique avant de se lancer dans un travail de cinéma. Donc il y a ce truc en fait qui est comment dire qui est cette scène coup de poing au milieu, et il y a, je pense en fait les conclusions générales en fait, et c'est ce que le film raconte de cet événement. Donc effectivement c'est un événement qui a lieu il y a 50 ans. C'est pas un événement c'est un événement qui est lié aux émeutes, mais qui est vraiment, c'est pas un film sur les émeutes, c'est un film qui est spécifiquement lié à cet événement. Et je pense moi que Bigelow et Mark Ball, son scénariste, qui était aussi sur Des Mineurs et sur Zero Dark Thirty, tirent les conclusions en fait de ce problème systémique au cœur des États-Unis, quoi. Le film s'ouvre en fait sur comment dire, une explication contextuelle, quoi, sur les problématiques raciales en fait et socio-politiques en fait aux États-Unis. Avec comment dire, l'arrivée des Noirs dans les villes américaines, le fait que la population blanche s'est un peu s'est exilée dans les banlieues proches, et qu'elles ont laissé en fait, si tu veux, la ville enfin ils ont pas laissé la ville, mais disons que voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et l'égalité raciale en fait, c'est spécifié dès le début en fait, est une illusion. C'est ce qu'elle dit en fait en premier lieu, et elle met le terme sur elle insiste sur le terme illusion, puisque c'est le terme qui reste à la fin du carton d'ouverture. Et je pense que c'est un film qui traite de ça. Je pense que c'est un film qui traite de cette illusion de manière générale en fait, de la problématique raciale qui est souvent mise sous le tapis aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est mis sous le tapis quand tu vois les flics américains s'en sortir sans condamnation. C'est mis sous le tapis. C'est mis sous le tapis sous toutes les formes possibles et différentes, quoi. Donc c'est un film qui, je pense, pose problème. On en parle à ce niveau-là, et surtout, je pense, aux États-Unis, c'est un film qui a posé problème parce que c'est un film qui, je pense, dit clairement que ce n'est pas qu'une problématique raciale. C'est une problématique générale, en fait. C'est une problématique qui est liée au fonctionnement libéral. C'est une problématique, etc., etc. Alors certes, historiquement, le film se passe à Détroit. Ouais. Voilà. Symboliquement parlant, on rappellera que c'est une des seules villes aux États-Unis qui a posé le bilan, quoi. En fait, qui a fait faillite. Et ça, quand même, c'est quand même un truc. Nous, les Français, de notre point de vue, on voit ça de manière totalement absurde, parce que nous on a un système jusque-là, on a un système, un gouvernement qui reprend ces choses-là en compte, quoi. Donc là, les États-Unis font pas ça. Donc quand tu vois tout ce, alors je m'emballe un peu, je suis comme David, je pars un peu dans tous les sens sur le truc, quoi. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un film qui en tout cas, à défaut de donner des réponses claires sur le sujet, pose la question en filigrane. Est-ce que ça fait partie de ces films dont on parle beaucoup pour le sujet et pour lequel finalement la mise en scène n'est pas un peu passée à travers ?
je pense que c'est quelque chose qui peut lui être reproché, comme c'est assez souvent sur ce genre de film. Hein. C'est-à-dire que comme c'est des films qui, encore une fois, sont tirés d'un fait réel, y a le propos est plus intéressant, enfin plus important. Il y a surtout cette idée qu'on peut pas vraiment faire de la mise en scène avec ce genre de sujet, ce qui pour moi est complètement absurde en fait, parce que tout le cinéma, tout est mis en scène. Donc à partir de là, que ce soit, enfin pour moi je préfère voir un film plus efficacement fait qu'un film, par exemple comme celui qui avait eu l'Oscar l'année dernière, le truc sur les curés. Comment dire, Spotlight, voilà, qui est un film hyper plan-plan, avec une approche journalistique et qui s'intéresse pas vraiment en termes de mise en scène, en termes de cinéma à ça, quoi. Arnaud, tu hochais la tête. Non, oui, la polémique. De désapprobation, j'ai l'impression. C'est-à-dire, en France, ça n'a pas pris les mêmes proportions, évidemment, dans les médias, mais en France, la polémique a été, aux États-Unis, pardon, la polémique a été très violente, quoi. Il y a certains journalistes qui ont effectivement reproché au film de vouloir faire du cinéma, de faire des effets, mais c'est souvent le cas, hein. Le New Yorker lui a reproché ça en rappelant le précédent de la liste de Schindler, qu'on n'avait pas le droit de faire du cinéma avec l'Holocauste, ni avec la souffrance des Noirs, ça. Bon, comme l'a dit Marc Boll, c'est souvent des journalistes blancs qui disent ça, mais je veux dire, bon, c'est propre à notre époque d'indigné perpétuel, quoi, parce que en 95, hein, quand est sorti, c'était 95 ou 96, Strange Days, il abordait effectivement les mêmes problèmes, hein, et, de manière assez frontale, quoi, et il y avait eu aucune polémique, quoi, sur la blancheur ou non de Catherine Bigelow, quoi. Donc voilà, moi je trouve que c'est un film à la fois pas surprenant de la part de sa réalisatrice, donc comme on l'a dit, hein, puisque elle s'était déjà frottée au sujet, et puis même dans la forme, parce que notamment sur ses derniers films, Des mineurs et Zero Dark Thirty, elle a déjà approché cette forme de retranscription du réel, d'immédiateté dans laquelle elle immerge son spectateur, notamment par des effets de caméra, quoi. Ça correspond d'ailleurs avec sa collaboration avec Marc Boll, tout à fait, qui est aussi journaliste, qui est un grand journaliste d'investigation, quoi, américain, et qui lui fournit donc toute cette matière avec laquelle elle travaille. Et c'est aussi un film surprenant, moi, qui m'a étonné, parce que il vient après Zero Dark Thirty, qui était un énorme film dossier. Alors pareil, hein, qui comportait des séquences d'immersion et d'impression de réel assez étonnantes, mais c'était quand même un grand film dossier, tentaculaire et tout. Donc on pouvait s'attendre à ce qu'elle fasse la même chose à l'échelle de la ville, et c'est pas le cas. Elle s'est vraiment centrée sur une poignée de personnages qu'elle suit pendant tout le film, qui vont traverser la ville et qui vont se retrouver bloqués dans ce motel toute une nuit, quoi. Donc voilà. Et je pourrais dire pour terminer que c'est l'art de la mise en scène immersive de Catherine Bigelow rend justement cette heure dans le motel totalement insupportable, et en même temps, justement, parce qu'elle favorise l'identification au personnage. Mais ce qui est très fort, je trouve, c'est qu'elle nous favorise l'identification autant aux victimes de ce motel, de cette tragédie, que à leurs bourreaux. C'est-à-dire pas durant le drame du motel, mais après, je trouve il y a une scène mais qui est hallucinante juste après le motel, où on voit les flics dans une pièce, on sait pas trop ce que c'est, on comprend pas trop parce que c'est juste après le truc, on est en train de récupérer et on les voit comme ça, il y a d'autres personnes, c'est une grande pièce qui passe comme ça, on sait pas où ils sont. Et puis tout d'un coup, sur la droite de l'écran, il y a une porte qui s'ouvre à la volée, il y a un doigt accusateur qui sort, qui dit « Toi !» Et l'un des flics se tourne, et c'est exactement le même modus operandi que faisaient les flics dans le motel avec leurs victimes, quoi. Et donc les flics sont tétanisés à ce moment-là. Et voilà, ça c'est l'art narratif de Catherine Bigelow dans toute sa splendeur, arriver à nous faire côtoyer intimement toutes les strates d'un même drame humain, quoi. Et pour répondre à la question du début, est-ce que c'est un film dont vous pensez que vous allez continuer de parler ? Toujours avec une voix de trailer. Je sais pas si c'est parce que ça c'est une phrase que tu peux retrouver sur plein d'affiches de films soi-disant polémiques. Voilà. Et à cause du sujet aussi, qui est, comme tu le disais, toujours en France, d'actualité. Oui, alors le truc c'est que le racisme ça existe. Malheureusement, je pense que ça existera toujours. Je pense pas que ça soit quelque chose qui va être résolu. En tout cas. La direction qu'on prend ne me l'indique pas, quoi. Personnellement, je suis assez défaitiste sur le sujet, quoi. Donc voilà. Maintenant, encore une fois, je pense que c'est un film sur ça, mais je pense que c'est un film je pense que c'est un grand film sur l'Amérique. Et comme l'a dit, David, c'est un grand film sur l'Amérique de l'époque, c'est un grand film sur l'Amérique actuelle, et je pense que c'est un grand film sur l'Amérique dans 30 ans, quoi. Ouais. Parce que le truc, c'est que malheureusement, si
si elle a ce recul en fait pour dire il y a 50 ans ça s'est passé comme ça, globalement il y a aucune raison que dans 50 ans ça se passe pas comme ça. Il y a la véritable histoire du film. Le véritable personnage qu'on suit dans le film, c'est un chanteur en fait qui appartenait au groupe des Dramatics en fait et qui par ce drame en fait décide de se couper complètement de cette il n'accepte pas en fait de s'isoler des blancs. En fait. Voilà. Il abandonne sa carrière. Il abandonne sa carrière, c'est ça le truc, c'est que en gros il décide de partir de chanter et apparemment c'est encore le cas aujourd'hui, il est encore dans des chorales d'églises afro-américaines et je pense que sincèrement en fait le film te donne une espèce de démonstration à travers cette histoire réelle en tout cas parce que ce destin là c'est celui qui c'est un vrai destin, c'est pas une représentation, t'explique en gros la logique des inégalités et quel est le fonctionnement, et ça je pense que c'est je vais pas dire qu'il n'y a pas d'inégalité en France, c'est ou en Europe en fait, ça serait faux, c'est complètement faux. Mais le truc c'est que par contre en fait c'est pour le coup profondément américain parce que c'est démontré de manière systémique, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème en fait de confrontation directe en fait entre les différents partis présentés quoi. Alors, en France on n'a pas ce problème, on n'a pas automatiquement des flics blancs qui défoncent automatiquement des blacks, des suspects juste sur la logique. Ça existe bien sûr. On a eu des cas récents. On a eu des cas, ça existe, mais ce n'est pas aussi poussé que comment dire. Qu'aux États-Unis, quoi. Moi sur cet aspect-là, justement, je trouve que je peux comprendre en tout cas que ça ait pu susciter des polémiques, et en tout cas c'est quelque chose qui m'interroge sur le film, c'est que à la fois il y a effectivement la trajectoire de ce personnage qui pour moi débouche même, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas sa vocation juste par traumatisme, c'est-à-dire qu'il y a un choix conscient qui pour moi illustre en fait, le fait que en gros aux États-Unis, tel que le montre Bigelow, les Noirs et les Blancs sont irréconciliables. C'est-à-dire que il incarne le fait que pour lui, ce n'est plus possible, quoi. Il ne veut plus être confronté aux Blancs qui, dans la trajectoire du personnage, vont forcément lui causer du tort et du danger. Et c'est intéressant et c'est très clair dans le film et limpide dans la trajectoire du personnage. Mais là où j'ai des doutes, c'est sur la manière dont c'est étendu à quelque chose de systémique, et notamment le rôle des policiers et leurs exactions et toutes les scènes qui entourent en fait ces personnages les isolent du système. C'est-à-dire que leur hiérarchie, comme disait tout à l'heure Arnaud, les pointe du doigt et les montre comme des brebis galeuses. Il y a une scène très courte après qu'une des victimes s'enfuit et tombe sur entre guillemets des bons flics qui viennent un peu à son secours, etc. Qui, je pense, aujourd'hui dans la politique américaine, avec d'un côté Black Lives Matter et de l'autre côté les flics qui disent not all cops, etc. Blue Lives Matter. Ouais, voilà, Blue Lives Matter. Enfin, cette scène a des résonances, je pense, importantes qui peuvent choquer le spectateur, en tout cas les activistes afro-américains. Et même cette question, cette vision très pessimiste de ce côté irréconciliable de l'Amérique, c'est là qu'on peut se demander est-ce que le fait qu'elle soit blanche et que Mark Ball soit blanc, que ce soit un point de vue de blanc, et qu'il mette en scène un point de vue noir peut poser question. Écoute, moi mon souci vis-à-vis de cette vision-là, en tout cas sur le fait que ce soit un film de blanc, voire de petits blancs, c'est apparemment la logique du truc. Je trouve que c'est ridicule dans le sens où on le reproche. Enfin, je veux dire, on peut pas le reprocher à Catherine Bigelow d'être une femme, par exemple, tu vois. Ok, de faire des films d'action. Donc le truc, si tu veux, c'est qu'à partir du moment où elle se refuse à rentrer dans cette logique-là, je vois pas pourquoi en fait il faudrait qu'elle s'excuse en fait d'être blanche, alors que voilà, c'est complètement. Et puis encore une fois, David, enfin c'est des problématiques éminemment liées à notre époque. On ne se posait pas ces questions-là dans les décennies précédentes, et ça n'empêchait pas les gens de faire des films coup de poing, des films sociaux, des films très engagés. Mais maintenant, apparemment, je sais pas, l'être humain semble être dénué d'un cerveau, d'un cœur, d'une imagination, d'empathie, parce que c'est aussi ça les qualités qui président à
la confection d'une œuvre artistique, quoi, et qui sont qualités qui sont en général très développées chez les artistes. Je veux dire, les artistes, ils ont ces qualités-là, et quelle que soit leur couleur, leur sexe ou je ne sais quoi, ils sont capables de s'identifier à la destinée de l'autre, quoi, jusqu'à preuve du contraire. Ensuite, l'autre problème, c'est qu'on parle d'un film qui en tout cas, ce qui a été reproché au film aux États-Unis, c'est que le fait est que la police soit démontrée de façon beaucoup trop manichéenne. Ce que moi, je trouve pas non plus, pour autant, enfin, dans un sens comme dans l'autre. Et pour revenir à l'aspect systémique, il y a même un flic qui rattrape l'un des 3 flics là sur le parking. Oui, mais quand bien même, enfin, je veux dire des trucs où il faut distribuer les bons points. Enfin, on s'en fout, c'est pas le problème. Le truc, c'est que c'est un film qui fonctionne sur. En tout cas, ils ont essayé de reconstituer ça. Le truc ensuite sur l'aspect systémique. Moi, je m'attarde surtout sur une scène où le personnage du principal du flic, celui qui est le leader plus ou moins de truc, dans toute la séquence en fait, qui est interprété par Will Poulter, voilà. Merci. C'est un personnage on te montre que dans la scène, quasiment la scène d'ouverture, il bute un type qui était juste en train de se barrer avec des courses de dos. Le mec meurt, tout le monde le sait. On continue à le laisser patrouiller, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, je pense que en gros, si tu veux, l'aspect, enfin, que le type ne joue qu'il n'y ait aucune conséquence à ses actes d'entrée de jeu et qu'il n'y en aura aucune à la fin, je pense que c'est un film qui te démontre clairement, parce que en gros, on est en 67, il y a ce truc qui se passe, mais en fait, quand t'es en 91, 92, c'est la même chose avec Rodney King, l'année dernière, c'est la même chose, voilà. Donc le truc, si tu veux, c'est qu'il suffit d'avoir un tout petit peu de logique d'actualité, en fait, de savoir ça, en fait, pour savoir que c'est ce qui est démontré là. C'est là, en fait, tu remplis les blancs, on te dit pas tout, par A plus B, c'est ça que je veux dire avec ce film. Et c'est ça qui fonctionne bien aussi. C'est que si c'était vraiment un film prêchi-prêcha, ça serait carrément imbitable. Et puis je pense que le focus qui est fait dans le film sur cette poignée de personnages, quoi, il y aurait on peut pas nier qu'il y a une volonté d'élargir ça à une vision globale, ne serait-ce que par la présence de ce prologue, et qu'il y a une succession de cartons peints qui représentent effectivement l'histoire des Noirs américains. Et donc si tu mets ça, le truc dure au moins, enfin c'est le générique, je crois, ou c'est le post-générique. C'est d'ailleurs très étonnant. Si tu mets ça en ouverture, c'est que t'as une petite idée derrière la tête. Tu fais pas ça pour rien, quoi. Alors si vous voulez faire partie de la ronde des gens qui s'attaquent à ce film dont tout le monde va parler, allez donc voir Détroit. Et normalement, si la règle n'a pas changé, et je sais qu'elle n'a pas changé, c'est le moment des recos, messieurs. Oui. Alors qu'est-ce que vous avez à recommander ? Alors moi j'ai un film. Alors c'est à la fois un film de genre, à la fois un film social, un peu méconnu en France, même si je sais qu'il a un certain culte, qui va faire plaisir à David parce que c'est un film donc social sur les Afro-Américains, réalisé par des Afro-Américains, et qui s'appelle en anglais Dead Presidents, des frères Hughes. Alors le titre français c'est Génération sacrifiée. C'est un peu difficile à voir en France parce que il y a un DVD un peu pauvre où il y a rien dessus. La VF est insupportable, c'est la VF québécoise en fait. Voilà, mais c'est un film qui est basé sur en fait c'est pareil, une histoire vraie. Un groupe de jeunes blacks en fait dans les années 70 les 60 qui partent au Vietnam, qui reviennent avec évidemment syndrome post-traumatique et compagnie, et qui en fait n'arrivent pas à se réinsérer dans la société après avoir servi de leur pays, et qui décident de faire un braquage qui tourne mal. Voilà. Donc ça c'est le sujet, et je pense que pourquoi je rapprocherais ça de Détroit, c'est parce que je pense qu'il y a aussi dans ce film-là une logique en fait de critique du fonctionnement libéral de la société américaine qui est quand même assez alors je le mets pas automatiquement en opposition au fonctionnement conservateur, hein, c'est pas ça le sujet quoi, mais c'est vraiment l'idée que je me rappelle que dans la bande-annonce de l'époque, une des phrases choc de la bande-annonce, c'était, tu voyais le personnage principal, donc noir, peinturluré en blanc. Et la phrase disait il n'y a qu'une seule couleur qui compte aux États-Unis, c'est le vert quoi. Et donc du coup je pense que c'était assez clair sur le sujet du film quoi. Voilà, donc là, moi je trouve que c'est un excellent film un peu méconnu malheureusement, voilà, qui était sorti que en vidéo en France. Donc voilà, si vous trouvez Dead Presidents, Génération sacrifiée des frères Hughes, voilà. David. Moi je vais recommander un film un peu plus connu, mais peut-être que pas tant de gens l'ont vu que ça en France, en tout cas dans ma génération. C'est Do the Right Thing de Spike Lee, qui est un film qui raconte
les causes ou les débuts d'émeutes aux États-Unis et qui se passe pendant un été caniculaire à New York et qui est un film qui est à la fois drôle, extraordinairement mis en scène. Enfin, pour moi, cette époque de Spike Lee, même si récemment c'est un petit peu décevant, à cette époque-là, c'est un très grand cinéaste. Et c'est un film qui est très important dans l'histoire des États-Unis parce que selon des bouts de biographie de Barack Obama, c'est le film qu'il est allé voir avec sa femme lors de son premier encart. Et donc ça a eu des conséquences. Ils ont débattu longtemps du film qui avait fait d'énormes polémiques à l'époque. Ils ont débattu du film ensemble à la sortie et c'est un peu ce qui a scellé leur relation. C'est le conseil rencard de David Honora. Do the right thing. C'est ça ? Oui. Arnaud, même punition ? Moi, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais je vais recommander Strange Days de Catherine Bigelow, d'autant plus qu'il n'existe pas en Blu-ray en France, donc ça serait bien de le sortir. Voilà, pour ceux qui l'ont pas vu, enfin pour moi c'est un des plus grands films de Catherine Bigelow, quoi. Et c'est pour ceux qui l'ont pas vu, en gros, pour résumer rapidement, c'est à l'orée de l'an 2000, on est juste avant le passage à l'an 2000. C'est l'histoire d'un dealer, on va dire, de casques de réalité virtuelle. C'est un thriller d'anticipation, hein, on va dire. Voilà. De casques de réalité virtuelle, qui est la véritable drogue à cette époque-là, quoi, où les gens revivent par procuration une expérience extrême, mort, ou alors se glisser dans la peau de l'autre sexe, ou voilà, des trucs comme ça. Et donc ce personnage qui est joué par Ralph Fiennes évolue à travers Los Angeles là dans les dernières heures de l'année 1999, à la recherche de Juliette Lewis, qui est la fille dont il est amoureuse. C'est une chanteuse de rock, mais qui le fuit pour des raisons qu'on expliquera plus loin dans le film, quand même. Elle est un peu sous la coupe d'un mafieux, et il est aidé en cela par Angela Bassett, qui est une ancienne flic comme Ralph Fiennes, ces deux anciens flics qui sont connus à la police et qui elle est une femme droite, énergique, tout ça, et qui se désole de le voir évoluer dans tout cet univers interlope et va essayer de le sortir de là. Voilà. Donc c'est un film assez ample, hein, il dure 2h25. Oui, alors j'oubliais, et en fait, comme pour expliquer la relation avec Détroit, le héros va tomber sur un film de réalité virtuelle qui représente, donc ça s'est vraiment passé, l'assassinat d'un rappeur sur le bord de la route par deux flics. Et donc les deux flics vont se mettre à le pourchasser pour retrouver ce disque, quoi. Et donc je disais, oui, c'est un film assez ample, hein, c'est à la fois une enquête, c'est à la fois un thriller psychologique avec le personnage principal et sa très belle amitié. Il y a des très belles scènes avec Angela Bassett. C'est un film qui se termine sur une scène assez spectaculaire, hein, lors du passage à l'an 2000, tout ça, avec un final assez paroxystique. Mais c'est un film aussi visionnaire, qui parle de plein de choses dont on ne parlait pas à l'époque et où on est directement concerné maintenant, avec l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies, l'utilisation des images, tout ça. Enfin voilà, c'est un film d'une richesse infinie et qui parle évidemment aussi de la société américaine et de là, en tout cas à l'époque, la trajectoire vers laquelle Catherine Bigelow la voyait se diriger. Elle s'est pas trop trompée pour l'instant, quoi. Voilà. Selon l'expression... Et scénario de James Cameron, quand même, je précise. Ah bah oui. Ça mérite d'être précisé. Voilà. Selon l'expression rituelle est désormais consacrée, notre temps est écoulé. Merci à vous, merci Stéphane Moïsakis, merci Arnaud Bordas, merci David Honora, merci à Jules à la technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions. Au menu des prochaines, une expérience de ciné aux confins du western et du giallo et un dieu avec un gros marteau, soit laisser bronzer les cadavres et Thor Ragnarok. En attendant, on vous dit à très vite. Bonjour, c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la séance live. L'actu ciné, le coup de cœur des blogueurs, les invités cinéma. Eh bien, le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast sur iTunes, sur SoundCloud, sur tous les autres agrégateurs et bien sûr sur le site de Séance Radio, à partager à volonté.